Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Cette Politique, le grand entretien politique de la semaine. Nous recevons ce soir le professeur Ekwe David Dossé, coordonnateur de la coalition nationale Tournant la page et porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Avec lui, nous parlerons engagement citoyen, climat électoral au Togo et nous ferons également un focus sur la crise actuelle au Sénégal. Pour ce faire, je serai en coprésentation avec ma collègue Elodie Yenchabrek. Elodie, bonsoir. Bonsoir Cyril. Bonsoir professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et merci de cette invitation. Bonsoir professeur Dossé. Bonsoir. Bonsoir fidèles téléspectateurs de la 7 et auditeurs de Radio Fréquence 1. Alors, vous êtes professeur chirurgien et donc un haut cadre de votre état. Tout le monde aurait voulu avoir votre situation, professeur, et cela coulait douce. Mais vous avez choisi l'engagement citoyen au confort de vos bureaux et de vos salles d'opération. Dites-nous pourquoi. Je crois que, avant tout, je suis citoyen de ce pays. Je suis donc togolais et lorsque vous parlez d'engagement citoyen, c'est que c'est un citoyen qui essaie de se mettre au service de son pays et de sa nation. Et donc, tout ce qui se passe dans ma vie sociopolitique, pour moi, consiste tout simplement à apporter ma contribution à l'édification de cette nation togolaise que nous appelons tous de nos voeux, cette nation unie, cette nation apaisée, cette nation qui utilise toutes ses ressources pour se développer. Une nation civilisée donc. Alors, professeur Dossé, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui précisément à vous définir comme activiste? Est-ce que vous ne pensez pas que vous vous êtes trompé de vocation par hasard? Alors, j'aurais préféré peut-être le terme de militant pro-démocratie parce que lorsqu'on parle d'activiste, parfois ça peut comporter une connotation négative, un peu trop d'action directe. Parfois, ça peut friser la violence et personnellement, j'avoue que je me définis beaucoup plus comme un militant pro-démocratie. C'est-à-dire que dans mon pays, je me suis rendu compte qu'il y a des difficultés en rapport avec l'état de droit qui est en déficit. Il y a des difficultés en rapport avec une vraie crise de la démocratie au Togo. Il y a des difficultés en rapport avec une crise de la gouvernance et je pense que en rapport avec la première question que vous aviez posée, en tant que citoyen engagé, je me dois d'apporter ma modeste contribution, je me dois d'élever ma voix et de dire non quand je pense non, de dire oui quand je pense oui. Alors, est-ce que je me suis trompé de vocation? Je ne sais pas quelle est ma vocation, mais toujours est-il que là, c'est ma part d'engagement citoyen que j'essaie de mettre en œuvre avec parfois des réussites, parfois des échecs, mais j'essaie de faire de mon mieux. Alors, vous avez été syndicaliste, vous avez été secrétaire général du Sans Faute, et j'en passe. Et concrètement, comme vous venez de le dire, qu'est-ce qui vous fait courir depuis toutes ces années? La situation sociopolitique, c'est la situation du pays. Je pense que je suis personnellement vraiment épris de liberté. Et lorsque j'ai le sentiment que dans mon pays, il y a des restrictions en matière de liberté civile, en matière de liberté individuelle, en matière de liberté collective, lorsque j'ai le sentiment qu'on pourrait vraiment faire beaucoup mieux en termes de gouvernance pour que tous les citoyens se sentent libres, épanouis dans le pays et que tous les citoyens puissent mettre leur énergie au profit de la nation. Donc, lorsque je me rends compte qu'il y a autant de difficultés, je me dois d'une certaine manière de faire quelque chose. Est-ce que c'est ça qui me fait courir? Je ne sais pas, peut-être. Mais disons qu'il y a une situation qui appelle un certain nombre d'actions ou de réactions et donc c'est dans ça que je m'inscris. C'est le Togo, et je ne suis pas le seul. Hein. Nous ne pensons pas que je suis une personne seule qui essaie de faire des choses. Nous sommes, je crois, beaucoup à être engagés. Nous sommes très nombreux. D'autres sont très visibles, d'autres sont beaucoup moins visibles. Mais c'est vraiment l'état de la nation qui invite à ce genre d'engagement et à ce genre d'action. D'accord. Alors, professeur, 10 à 15 ans, 15 années de militantisme, hein, professeur, est-ce que ça nuise pas? Et récemment, vous avez été lauréat du prix 2022 de défenseur des droits humains des Nations Unies.
15 ans, c'est vrai que ça commence à faire long. Quand on essaie de faire le point du parcours, est-ce que ça n'use pas? C'est sûr qu'il y a des, en matière de répercussions sur l'organisme, que ce soit l'organisme physique ou l'organisme psychique ou mental, c'est sûr qu'il y a des répercussions parce qu'il y a des périodes parfois longues où on dort peu, où on dort moins. Et donc, je ne peux pas dire que ça n'a pas de répercussions sur le corps et sur ce qu'on est. Mais tant qu'on a la force de continuer et tant qu'on a ces convictions et ces principes qui sont vivants, qui sont là, je pense qu'on se doit de poursuivre jusqu'à l'aboutissement. Alors l'aboutissement, c'est quoi? Peut-être que vous allez me poser la question. L'aboutissement, ça dépend de beaucoup de choses, mais par rapport aux objectifs que moi je me suis fixé, par rapport aux objectifs que je me suis fixé avec des camarades de lutte, pour moi, un des aboutissements, ce serait par exemple qu'on puisse dire qu'au Togo, on a connu une vraie alternance démocratique à la tête de la nation. On a fait une élection et cette élection a permis de désigner le vrai vainqueur, celui choisi par le peuple. Et cette élection donc aura permis, à travers les urnes, à travers la vérité des urnes, aura permis au Togo de se choisir un premier responsable qui va mener la destinée du pays pendant un mandat. Donc l'alternance au pouvoir reste aujourd'hui un défi majeur pour vous. Absolument. Parlons justement d'objectifs, professeur. Aujourd'hui, votre militantisme, vos actions et votre engagement va au-delà des frontières togolaises. Et c'est-à-dire que chez vous, vous avez déjà atteint ces objectifs et votre engagement a-t-il déjà porté ses fruits ici au Togo? Je crois que la réponse est évidente, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'un des objectifs majeurs pour moi, pour nous, ce serait qu'au Togo, on puisse, comme dans d'autres nations, que j'aime bien qualifier de civilisées, un jour qu'on puisse dire au Togo qu'on a été aux élections et que les choses se sont tellement bien passées qu'il n'y a pas de contestation des résultats et que les vainqueurs désignés sont ceux qui ont été vraiment choisis par le peuple. Je pense qu'on n'en est pas encore là, malheureusement. Et donc, je ne peux pas dire ici que j'ai atteint les objectifs au plan national. C'est pour ça que mon regard se porte au-delà des frontières. Non, je pense que cela fait partie tout simplement de la stratégie qu'on essaie d'élaborer, de mettre en place en tenant compte de nos forces et de nos faiblesses, en tenant compte des relations qu'on a, des quelques réseaux dans lesquels on est. Et c'est tout ça qui nous amène parfois à jeter un regard au-delà des frontières pour pouvoir peut-être obtenir des acquis au-delà des frontières. Et ces acquis pourront ensuite impacter la lutte au plan national. Donc, non, on n'a pas encore atteint les objectifs escomptés au plan national, mais cela n'empêche pas qu'on puisse travailler également à l'international. Alors, est-ce que ce fait-là de travailler à l'international, est-ce que ça porte au moins ses fruits sur les initiatives que vous prenez sur le plan national? Je ne m'en cache pas. Je pense que dans plusieurs interventions antérieures, j'ai dit que pour nous, aujourd'hui, un des objectifs majeurs, c'est que au niveau régional, on puisse obtenir la réforme du protocole additionnel de la CEDEAO et la réforme va permettre d'adopter définitivement le principe de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. C'est un objectif avoué et sur lequel nous travaillons durement et j'ai le sentiment, en dépit des difficultés, j'ai le sentiment que cet objectif est atteignable dans des délais raisonnables. Vous savez bien sûr que déjà la CEDEAO avait essayé d'adopter cette disposition en 2015 et que malheureusement notre Togo s'était opposé avec la Gambie du dictateur Yaya Jammeh. Donc c'était déjà un élément négatif par rapport à l'image de notre nation. Puis en 2022, on essaie de réintroduire cette réforme au niveau de la CEDEAO et c'est encore notre Togo qui négativement se signale en s'opposant à cette réforme. Et cette fois-ci, le Togo est accompagné de la Côte d'Ivoire, de Alassane Ouattara, et du Sénégal, de Macky Sall. Voilà, donc une situation qui se répète 2 fois. Le Togo est impliqué 2 fois, mais faut-il s'arrêter à ces 2 échecs? Bien sûr que non. La société civile ouest-africaine est en train de travailler durement. Et moi, je suis dans 2 ou 3 réseaux
où c'est pour nous un objectif évident. Et je pense que dans les prochains jours, il y aura une déclaration forte qui sera faite à l'adresse des responsables de l'espace communautaire, je parle de la CEDEAO, avec une invitation ferme à ce que cette réforme puisse se faire dans des délais raisonnables. Donc, j'explique par rapport à la question que vous m'avez posée, si cette réforme arrive à s'obtenir au niveau régional, je pense que nous sommes tous convaincus qu'il y aura certainement des implications au plan national. Et je pense que c'est fort de cela que le pouvoir togolais donne d'une main gauche la disposition de limitation dans la constitution nouvelle de 2019, puisque la nouvelle constitution de 2019 a réintroduit la limitation du nombre de mandats présidentiels. Et la question qu'on se pose, c'est que si vous estimez que dans votre pays, il faut limiter le nombre de mandats présidentiels, c'est que vous estimez que c'est une vertu, je suppose. Et donc la moindre des choses, ce serait de faire en sorte que cette vertu puisse s'étendre à l'ensemble de l'espace communautaire. Et donc on est surpris de voir le Togo, de la main gauche, inscrire dans sa constitution la limitation, et de la main droite s'opposer vertement à ce que cette disposition puisse être dans le protocole additionnel de la CEDEAO. Donc ça interroge et ça pose des questions. Ça amène à se poser des questions et donc voilà, on a le sentiment donc que peut-être que le pouvoir togolais s'offre une marge de manœuvre pour que dans quelques années on puisse nous dire le peuple souhaite que le président fasse plus de 2 mandats, comme on l'a déjà vu dans d'autres pays, on ne serait pas surpris. Et donc, pour nous, il est évident que si cette réforme se fait au niveau de la CEDEAO, cela aura certainement des répercussions au plan national. Et donc, je le dis parce que c'est une stratégie avouée, elle n'est pas cachée. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Je sais qu'il y aura des oppositions, je sais qu'il y aura des obstacles, mais nous ne sommes pas seuls. Quand j'ai dit nous ne sommes pas seuls, organisation de la société civile togolaise. Nous sommes nombreux avec des Nigérians qui sont aussi très, très engagés. Ils l'ont déjà au niveau de leur pays, mais les Nigérians sont vraiment très engagés à nos côtés. Les Sénégalais qui sont aujourd'hui d'autant plus motivés avec la situation au Sénégal. Et donc, je pense que toutes ces organisations mises ensemble, qui travaillent aussi à agréger d'autres organisations, pourront déployer une force organisationnelle citoyenne suffisamment forte pour impacter les décisions au niveau de la CEDEAO. Alors, professeur Dossé, revenons maintenant à votre engagement au niveau de Togo Debout. Est-ce que tous ces objectifs-là poursuivis actuellement que vous venez d'énumérer sont les mêmes que vous poursuivez aujourd'hui au niveau de ce mouvement-là? Ça en fait partie, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus en rapport avec la situation nationale. Lorsqu'on parle de la question des détenus politiques, lorsqu'on parle de la question de la restriction de l'espace civique, là c'est vraiment propre à notre pays. On est dans une situation totalement incompréhensible au Togo, où aujourd'hui, un simple meeting qu'une organisation de la société civile veut organiser, ce meeting est systématiquement refusé par l'autorité publique. Et je pense que c'est une situation qui est inacceptable. Vous avez par exemple des organisations citoyennes ou politiques qui veulent se retrouver en journée de réflexion. C'est arrivé à 2 reprises et la dernière fois c'était donc le vendredi 8 juin 2023. Des organisations politiques et des organisations de la société civile qui se retrouvent ou qui veulent se retrouver ensemble pour réfléchir sur comment est-ce qu'on remobilise l'état de la nation, qui invite tout le monde à se retrouver à Brorahome. Une première fois, c'est une force de police qui débarque, qui dit vous devez partir, sans explication. Qui est-ce qui interdit? On vous dit je ne sais pas. Pour quel motif on interdit? On vous répond je ne sais pas, mais on nous a dit vous devez partir. Alors on se disperse avec pour promesse de revenir 2 semaines après. Effectivement, on revient 2 semaines après avoir pris le soin quand même d'écrire au ministre de l'administration territoriale, qui répond, qui pose un certain nombre de conditions, de questions. On prend la peine de répondre au ministre, au moins 5 bons jours ouvrés avant la date prévue pour la rencontre. Pas de réponse du ministre. On imagine donc que le ministre a compris la clarté des réponses inscrites dans le courrier et que tout devrait pouvoir cette fois-ci se dérouler dans des conditions normales et acceptables. On arrive cette fois-ci, la porte est totalement verrouillée par encore la police qui empêche l'accès à Brorahome en disant vous ne pouvez pas vous réunir.
Mais pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui les citoyens togolais ne peuvent pas se retrouver ensemble dans une salle comme celle de Brodahome pour discuter du pays? J'avoue que je ne comprends pas. Donc voilà autant de constats au plan national, en termes de restriction de l'espace civique, en termes de justice instrumentalisée, en termes de détenus politiques, qui motivent encore le Front citoyen Togo Debout, d'autres organisations dans lesquelles je milite. Donc ces organisations ont autant de cordes à leur arc en termes d'activités à faire, en termes d'engagement à fournir pour essayer d'améliorer la situation de notre pays. L'état de droit est vraiment en souffrance au Togo. Alors, professeur Dorsey, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a une action qui est prévue justement pour pouvoir, une fois encore, tenter de se mobiliser pour pouvoir tenir cette rencontre-là? Alors, il y aura peut-être une rencontre avec la presse en termes d'explication. Parce que ce que je viens de dire, je sais que beaucoup ne sont pas informés. Et j'avoue que nous-mêmes, nous avons été très, très surpris par cette deuxième interdiction. Nous avions pensé, puisque nous nous étions réunis 48 heures avant la date prévue pour la manifestation, et tout le monde pensait la même chose. Ils ont interdit une fois, mais ils ne prendront pas le risque d'interdire une deuxième fois. Nous avons évalué le pour et le contre. Nous avons évalué également les réponses que nous avons adressées au ministre de l'administration territoriale par courrier. Et nous pensions que tout cela était suffisamment clair. Et puis, par rapport à quels enjeux? Vous savez, c'est une simple réunion. Cette réunion, finalement, on aurait même pu la faire dans un bar, dans un bureau d'un responsable d'un parti politique, sans que cela ne crée de problèmes ou de difficultés. C'est juste pour dire que pour nous, il n'y a pas vraiment d'enjeu derrière et je ne comprends toujours pas cette posture aujourd'hui du régime togolais. Est-ce que c'est une façon de dire que nous sommes vraiment très forts et que nous allons écraser tout le monde? Ou est-ce que c'est une façon plutôt de démontrer que ce régime n'est pas très serein et qu'il s'inquiète beaucoup et qu'il a peur de voir un début de remobilisation qui pourrait peut-être entraîner d'autres conséquences? J'avoue que je m'interroge. Et voilà la situation actuelle en tout cas. Et tout cela concourt à expliquer un peu notre engagement et notre volonté de voir les choses changer. Alors, professeur, à quelques mois de nouvelles échéances électorales, et pas des moindres, dites-nous, quelle est la position de Togo Debout par rapport à l'évolution des choses? Nous sommes une organisation de la société civile et nous disons toujours que nous, notre engagement, c'est le Togo, nous le voyons peut-être à court terme, mais surtout, nous voulons construire une vraie nation à moyen terme et à long terme. Et une vraie nation civilisée, dans une vraie nation civilisée, en tout cas à l'ère contemporaine, c'est que il y a des choses qui se font. C'est-à-dire qu'il faut choisir des dirigeants de façon démocratique à travers les urnes. Ces dirigeants, ils sont là et essaient de mettre en place une bonne gouvernance pour le pays pendant un mandat. Et s'ils ont la confiance du peuple, ils reviennent pour un deuxième mandat. Et généralement, en tout cas, au vu des constats en Afrique, je pense que 2 mandats pour le moment, c'est suffisant. Donc c'est ce que nous avons comme ambition pour notre pays. Et donc, nous pensons qu'une élection qui arrive, une période électorale qui arrive, sert justement à éduquer le Togolais à cette citoyenneté. Permettez juste que je fasse une digression en rappelant que c'est vrai qu'en 2018, le Front citoyen Togo Debout s'était opposé à la tenue de l'élection législative en 2018. Opposé dans quel sens? Ce n'était pas pour dire non à un processus électoral, mais il faut comprendre la logique de notre démarche. Nous étions inscrits dans une stratégie de réforme profonde et importante pour le Togo. Il y a eu des manifestations, parfois difficiles, avec mort d'hommes. La CEDEAO est venue s'inscrire en facilitateur et avec la promesse justement d'aider les citoyens togolais à obtenir ces réformes. Alors, sans aucune réforme obtenue, brusquement, la CEDEAO fait volte-face et nous intime l'ordre de nous mettre en ordre de marche pour aller voter. Et là, je pense que beaucoup de Togolais étaient frustrés et c'est ainsi que le Front citoyen Togo Debout, avec d'autres organisations, a demandé à ce que les Togolais n'aillent pas voter. Et je pense que cet appel a été suivi. Je ne suis pas convaincu qu'on a eu plus de 10% de participation en 2018, même si les chiffres officiels disent autre chose. Mais c'était une manière de dire non à la CEDEAO, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes en 2023
Et je crois que le Front citoyen Togo Debout va lui accompagner le processus électoral, ou les processus, puisqu'il y en a beaucoup, il y a plusieurs échéances, mais pas de façon naïve. Il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses à améliorer, puisque la manière d'organiser les élections au Togo pose sérieusement problème. Nous ne sommes pas encore un pays où les processus électoraux sont suffisamment fiables et transparents pour que nous puissions tout simplement lancer un appel aux électeurs pour qu'ils aillent voter, pour qu'ils aillent ensuite attendre chez eux la proclamation des résultats. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer les processus électoraux. Mais globalement, nous sommes en faveur du soutien à ceux qui vont y aller. Le Front citoyen, bien sûr, je me permets de le préciser parce que parfois ça prête à confusion. Le Front citoyen Togo Debout ne participe pas aux élections en tant que... Enfin, nous n'avons pas de candidat, il faut que cela soit clair. Nous sommes une organisation de la société civile. Nous soutiendrons tous ceux qui iront peut-être avec cette vraie volonté de changement au niveau des instances nationales, mais avec des exigences, aussi bien par rapport au parti au pouvoir que par rapport à l'opposition, parce que, je l'ai dit, les processus ne se font pas de façon suffisamment transparente pour que nous puissions juste lancer un appel aux électeurs en leur demandant d'aller voter. Alors, professeur, parlons toujours de ces échéances électorales. Est-ce que vous pensez que le peuple togolais pourra rééditer l'exploit de la victoire historique de l'opposition législative de 1994 ? Très bonne question. Moi, je pense que oui, c'est toujours possible, en dépit du fait que le processus est vicié, en dépit du fait que le processus est fermé. Je pense que c'est toujours possible, mais à certaines conditions. C'est pour cela que je parlais de conditionnalité vis-à-vis de l'opposition. Il faut, je donne 2 ou 3 exemples peut-être, il faut très rapidement en tout cas que l'opposition réfléchisse à comment est-ce qu'elle se prépare ou à comment est-ce qu'elle va se présenter à ces élections. Imaginons tout simplement que nous allions à ces élections en l'état actuel, avec le visage actuel de l'opposition, avec cette démobilisation que nous connaissons tous. Je pense qu'il y a très peu de chances que nous puissions, comme vous l'avez dit, retrouver cette victoire que nous avions connue en 1994. En 1994. Voilà. Il faut donc que l'opposition d'une certaine... Je parle de l'opposition politique qui se prépare pour ces échéances électorales, réfléchisse à quel visage, quel projet, quelle proposition concrète je peux mettre sur la table pour le peuple togolais pour aider à la remobilisation. Il y a un certain nombre de conditions. Nous savons tous que ce pouvoir n'organise pas les élections pour le perdre et cela... suppose donc tout un système de fraude, je le dis en pesant mes mots, puisqu'en 2020, le Front citoyen Togo Debout avait fait un travail sur le terrain, et ce travail nous avait permis d'identifier un certain nombre de contraintes, d'écueils, qui sont mis en place de façon totalement volontaire, afin d'aider justement à déployer le système de fraude. Et donc, il faudra faire en sorte que l'opposition, la société, les populations, ceux qui veulent le changement, puissent vraiment s'engager d'une certaine manière pour essayer de limiter justement le déploiement de ce système de fraude. Il faudra que la communauté internationale également joue son rôle parce que c'est toujours facile d'exiger de nous que nous participions à des élections en sachant que ces élections sont truquées, qu'il y a suffisamment de fraude et de venir après juste dire que oui, bon, les résultats sont bons et ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à aller vers la justice en sachant très bien que ces recours ne vont jamais fonctionner. Donc il y a un certain nombre en tout cas de conditionnalités à avoir pour répondre définitivement c'est possible mais à condition de s'organiser, à condition de travailler à tous les niveaux, aussi bien au niveau des partis politiques d'opposition qu'au niveau de la société civile, mais également qu'au niveau des populations qui, si elles veulent le changement, d'une certaine manière, doivent s'engager différemment et avec plus d'engagement. Alors, professeur... plus d'impact, voilà, disons comme ça. D'accord. Voilà. Alors, plusieurs partis politiques demandent la reprise de l'enrôlement dans la zone 1, notamment l'Alliance nationale pour le changement ANC de Jean-Pierre Fabre et la dynamique pour la majorité du peuple coordonnée par Mme Brigitte Adjamabo Johnson. Qu'en pensez-vous? Mais je pense que c'est une évidence. Que les choses se sont passées de façon vraiment imparfaite.
on a vu beaucoup de gens se mobiliser pour l'enrôlement et beaucoup de gens rester sur le carreau, malheureusement. Il y a eu, je crois, 48 heures, ou 72 heures, 48 heures d'ajout pour permettre aux gens de s'enrôler, mais c'était largement insuffisant. Et moi, j'avais déjà dit sur une autre antenne qu'il faudra certainement revenir dans la première zone pour compléter ce processus d'enrôlement afin que les Togolais qui ont le droit de vote, c'est inscrit dans notre constitution, puissent se faire enrôler et participer au processus, aux échéances électorales qui sont en train d'arriver. Si l'État refuse, si le pouvoir refuse, ça participe également de cette volonté manifeste de tordre le cou à l'élection et aux résultats qui sont certainement encore contestés et contestables. Alors, professeur, vous aviez parlé tantôt d'une certaine démobilisation observée au sein de la société civile, des partis politiques de l'opposition. À votre avis, à quoi est due cette démobilisation? À beaucoup de facteurs. Un des premiers facteurs, c'est que, je dirais presque à juste titre, les gens se disent les élections se font dans des conditions imparfaites, et donc à quoi cela sert-il d'aller s'inscrire, d'aller voter, en sachant que mon bulletin ne sera jamais vraiment pris en compte? Et je crois que là, c'est une violation encore des droits de l'homme, des droits humains, parce que la Constitution rappelle qu'on a le droit de vote, et chaque électeur, enfin chaque citoyen a droit à son bulletin dans l'urne. Si je mets mon bulletin dans l'urne et que pour une raison X ou Y, quelqu'un estime que ce bulletin n'a pas de valeur et qu'il peut le remplacer comme il veut, c'est un peu comme s'il était en train de violer mon droit. Et cela explique en tout cas d'une certaine manière que beaucoup de Togolais qui sont pour le changement, à un moment donné se disent « je suis découragé, le changement ne se fera pas à travers les urnes, ce ne sera pas une alternance démocratique, donc je ne perds plus de temps à aller m'aligner pendant des heures pour participer au vote ». À mon avis, c'est l'élément vraiment primordial qui fait que beaucoup aujourd'hui sont démobilisés et se disent que la solution ne viendra pas des élections. Ce qui se passe également, de mon point de vue, c'est que nous, quand je dis nous, c'est nous qui sommes d'une certaine manière sur le terrain et qui avons pour devoir d'expliquer. Nous n'avons pas encore réussi à convaincre que même si les conditions sont difficiles, une bonne organisation peut permettre d'obtenir des résultats tangibles. Je m'explique. Je prends un exemple concret. Nous avons pu déterminer comme technique de fraude le bourrage des urnes. Vous êtes dans un bureau de vote, vous avez 100 bulletins, d'accord, 20 personnes viennent voter, il reste 80 bulletins. Les 80 bulletins vont être utilisés par certaines personnes avant le comptage des bulletins pour bourrer les urnes. Alors, si vous avez la possibilité de convaincre les Togolais qu'il faut vraiment se déplacer en masse et que plus vous êtes nombreux, plus la fraude est difficile, alors plutôt que d'avoir 20 personnes qui se déplacent dans ce bureau de vote, supposons que 90 personnes se déplacent dans ce bureau de vote. Donc, le bourrage ne pourra se faire qu'avec une dizaine de bulletins par la suite. C'est peut-être des explications simples, mais que nous manquons parfois de donner à la population, de donner aux citoyens pour leur faire comprendre que la fraude, elle existe. Le système de fraude existe, mais plus vous êtes mobilisés, plus vous participez, plus vous surveillez le processus, plus le voleur, entre guillemets, aura du mal à procéder à la fraude. Et donc, la mobilisation est également une façon de lutter contre la fraude. Et donc, n'ayant pas la possibilité peut-être de convaincre par les mots justes, tout cela participe à la démobilisation de la population. Alors, professeur, vous aviez tantôt parlé de fraude entre griffes. Est-ce que, à votre avis, c'est seulement la mobilisation qui pourra amener à des consultations électorales non contestées après les résultats? Est-ce que la mobilisation à elle seule suffit? Non, bien sûr. La mobilisation, c'est un des facteurs principaux, mais elle n'est pas l'unique facteur qui pourra aider à lutter contre le système de fraude. Entre-temps, nous avions
insisté pour que, par exemple, au Togo, la proclamation des résultats puisse se faire bureau de vote par bureau de vote. Nous avons eu plusieurs rencontres avec justement des partenaires de la communauté internationale, les partenaires multilatéraux. Et je me souviens d'une rencontre qu'on avait eue à Bruxelles avant l'élection présidentielle de 2020, où un des responsables que nous avions rencontré nous disait, vous savez, il y a eu plusieurs missions d'observation électorale au Togo. Et quand vous prenez les recommandations, toutes les missions sont revenues sur cette nécessité que les résultats puissent se proclamer bureau de vote par bureau de vote. Vous savez, c'est pas compliqué, hein. On a tous fait les écoles primaires ou secondaires. 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, on sait le faire. Et donc, en proclamant les résultats bureau de vote par bureau de vote, avec une simple machine à calculer, on peut tous faire en total et savoir très rapidement quelles sont les tendances. Plutôt que d'attendre que tout soit mis quelque part, centralisé, avec toute la possibilité ensuite de manipuler les résultats. Et ça, le gouvernement togolais n'a jamais accepté. Et donc, je parlais de cette rencontre à Bruxelles, où le responsable nous a dit, écoutez, nous avons encore, il y a quelques semaines, puisque nous étions à une rencontre à Cotonou, tenté de convaincre le gouvernement de votre pays de la nécessité d'accepter cette recommandation. Jusqu'ici, le gouvernement togolais s'oppose vraiment fermement à une telle disposition. Donc, ça veut dire que le gouvernement togolais sait pourquoi. Vous l'avez dit, est-ce que la mobilisation seule suffit? Je dis non, mais il y a des dispositions qui sont vraiment importantes aujourd'hui. Si on veut faire de notre pays un pays civilisé, un pays démocratique, un pays où l'alternance est décidée par le peuple et non par un groupuscule qui a des intérêts particuliers à défendre. Alors, il est de notoriété aujourd'hui que les consultations électorales, surtout en Afrique, professeur, ont été toujours source de tensions, de troubles sociopolitiques. Alors, pensez-vous qu'une fois notre pays échappera à ce cycle infernal? On n'est pas encore prêt à échapper à ce cycle infernal, malheureusement, parce que les conditions pour échapper à ce cycle, ces conditions ne sont pas encore matérialisées. Les pays dans lesquels les élections se passent en contestation, c'est parce que il y a eu suffisamment d'efforts faits pour que la transparence puisse être vraiment présente dans le processus électoral. Et au Togo, la transparence n'est pas c'est un secret de polichinelle. Tout le monde en est convaincu, tout le monde sait malheureusement que les processus électoraux dans notre pays ne sont pas encore suffisamment transparents. Depuis le fichier électoral jusqu'à la sortie, la proclamation par la CENI. Et c'est bien dommage. Et j'aime bien dire que pour moi, c'est une question qui va au-delà même de la politique. Quelque part, c'est une question philosophique. Vous savez, nous, on est de passage sur cette terre, hein. On a peut-être quelques décennies à faire. On fera ce qu'on pourra, on partira. Mais quelle nation on laisse à nos enfants, à nos petits-enfants? Si c'est une nation, si la philosophie c'est de dire je viens, je profite au maximum et je pars, bon, en laissant un héritage qui sera un héritage malheureusement des plus déplorables à notre descendance, c'est une question de philosophie, c'est une question de choix. On peut se dire également, je viens, je fais en sorte vraiment de laisser un héritage avec une nation unie, une cohésion nationale, un pays orienté vers le développement. Moi, je suis médecin. J'aimerais bien aimé qu'on soit là pour discuter de la chirurgie, quelle technique chirurgicale faire pour tel ou tel patient. Mais c'est pour dire tout simplement qu'on perd tellement de temps, tellement d'énergie dans des choses que d'autres ont déjà dépassées. On aurait pu vraiment aujourd'hui commencer à parler d'autres choses qui aident au développement de la médecine togolaise, au développement de la chirurgie togolaise. On est en train de parler d'alternance démocratique. Bon, voilà, c'est une question philosophique. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus une autre fois. Bien. En exemple récent, les dernières présidentielles qui ont été source de rudes contestations, ayant abouti aujourd'hui à l'exil des têtes du mouvement DMK en tant que citoyen engagé, quelle est votre position par rapport à ces deux postures, où certains ne veulent plus renouer avec de nouvelles consultations électorales sans que le contentieux électoral de 2020 n'ait été vidé, alors que d'autres y voient une nouvelle opportunité de pouvoir faire entendre la voix, la volonté populaire? Oui, c'est vrai que le processus électoral de 2020 qui a conduit à l'élection présidentielle s'est passé dans des conditions
particulièrement difficile. Et j'en reviens encore à ce rapport que le Front citoyen Togo Debout avait fait sur cette élection. Et ce rapport, vraiment en toute objectivité, avait démontré que c'était, je crois, un des processus les moins transparents. Ce rapport, je donne un ou deux exemples. Dans ce rapport, nous avons clairement démontré que, surtout dans les casernes, il y avait par exemple près de, ou voire plus de 40% de vote par procuration. Je pense que c'est extrêmement dangereux et cela suscite beaucoup d'interrogations. Ça veut dire que dans les casernes, de façon terre à terre, hein, je viens voter, je reviens voter en disant que je vote pour ma tante, je reviens voter en disant que je vote pour mon cousin, etc., jusqu'à des taux qui atteignent 40% voire plus. Ça, c'est quelque chose de grave et ça s'est passé dans les casernes, donc ça laisse interrogateur. L'autre chose, c'est que nous avons dans ce rapport également démontré que certains procès-verbaux, beaucoup, étaient déjà signés sans qu'il n'y ait inscrit aucun chiffre. Ça veut dire que vous avez des bureaux de vote dans lesquels des représentants du parti au pouvoir, des représentants des partis d'opposition, et là ça nous ramène un peu à la population, à son degré d'éveil, à son degré d'engagement. On en avait parlé au début de cette émission. Voilà, donc vous avez des bureaux de vote dans lesquels les représentants des partis ont tous accepté, signé des documents, sans qu'il n'y ait inscrit aucun chiffre, aucun résultat. Et donc, ça laisse la possibilité à X ou à Y, ensuite, d'inscrire les chiffres tels qu'ils le souhaitent. Je pense que ce sont des situations très, très graves. Et cela a été démontré donc en 2020 par le Front citoyen Togo Debout. Et cela pose des questions par rapport aux résultats des élections, de l'élection présidentielle de 2020. Alors à partir de là, bien sûr, il y a un contentieux et comme vous l'avez si bien dit, certains disent non, il faut régler ce contentieux, d'autres disent il faut avancer, il faut tourner la page. Quoi qu'il en soit, je pense que le Togo, notre pays, a besoin d'aller de l'avant, a besoin de trouver des solutions à ces problèmes. Si certains peuvent, à travers les revendications en rapport avec ce contentieux électoral de 2020, faire bouger les lignes, je pense que ces personnes auront le soutien du Front citoyen Togo Debout. Je pense que ces personnes obtiendront le soutien de toutes les organisations militantes qui œuvrent pour le changement. Il ne s'agit pas simplement de dire il faut solder le contentieux de 2020, mais encore faudrait-il être en mesure de le solder et de démontrer qu'on est en mesure de le solder. D'accord ? Et donc, nous attendons de voir ce qui est encore possible de faire par rapport à ce premier groupe. Et le deuxième groupe qui consiste à dire des échéances électorales vont arriver, il ne faut pas se croiser les bras et voir le train nous passer sous le nez. Il faut se bouger, il faut faire quelque chose. Je pense que ces personnes ont aussi certainement raison. Et donc, nous ne fermons la porte, nous ne fermons la porte à aucun groupe, mais nous pensons qu'il faut aller de l'avant, il faut bouger, il y a des échéances qui viennent, il faut certainement prendre part à ces échéances d'une manière ou d'une autre, il faut s'organiser, il faut voir comment est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, essayer de gagner ce qu'on peut par rapport à ce qui va arriver. D'accord. Alors, professeur, vous parlez tantôt de solutions. Que proposez-vous pour des consultations réussies tant au niveau de l'enrôlement des votes, de la compilation des résultats? Voilà une façon de couper court aux contestations des consultations électorales. Déjà, c'est le gouvernement qui organise, même si on dit que c'est la CENI, c'est le parti au pouvoir qui a les cartes en main. Et il revient au parti au pouvoir, à mon avis, de changer déjà de paradigme et de changer de mentalité. Tantôt, j'ai dit que c'était une question philosophique. Et je pense qu'il faut vraiment qu'à partir d'un certain moment, on se dise qu'on est là pour servir une nation. On n'est pas là pour se servir. On n'est pas là pour défendre les intérêts économiques ou politiques d'un groupuscule élitiste autour d'un pouvoir. On est là vraiment pour servir une nation. Et il faut que le parti au pouvoir se mette déjà, puisque vous dites qu'il faut réfléchir à
comment est-ce qu'on peut faire pour que tout se passe bien. Je le dis, je reprends votre question de cette manière. Tout doit partir du parti au pouvoir. Quelle est sa volonté? Quelle est l'ambition pour le Togo? Si on veut faire de ce pays un pays démocratique, civilisé, développé, il faut changer de paradigme, faire les choses autrement. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, cela appelle bien sûr des choses concrètes, comme ce que j'avais donné comme exemple tantôt, proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Comment vous imaginez que dans des pays où les populations sont 10 fois plus nombreuses que au Togo, les gens arrivent à faire les élections dans la journée, à voir les résultats le soir, alors que nous, on n'est pas en mesure de le faire. C'est comme si on mettait à profit tout ce temps pour changer certaines choses, et je pense que c'est inadmissible. Et voilà, donc la CENI a un travail à faire en termes d'organisation, de perfection. Le gouvernement a des dispositions à prendre. La société a des choses à faire, les partis politiques d'opposition, mais il y a vraiment des éléments qui sont importants. Et l'élément sur lequel nous avions travaillé en 2020, sur lequel nous continuerons de travailler, c'est déjà au moins obtenir, on ne doit pas demander 50 choses, mais la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, que le fichier soit un fichier bon, correct, en rapport avec la réalité de la population togolaise, que ceux qui n'ont pas pu se faire inscrire, ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler, qu'ils puissent le faire, qu'il y ait vraiment suffisamment d'ouverture pour permettre qu'on ait des élections suffisamment transparentes pour qu'il n'y ait plus de contestation. Alors, professeur Dossé, n'avez-vous jamais pensé à aller plus loin dans votre engagement, par exemple en prenant vos responsabilités pour briguer des suffrages directs et réussir là où peut-être certains partis politiques ont eu à échouer? Ça reste une possibilité, Togo. Vous savez, il y a déjà tellement à faire en tant qu'acteur de la société civile. Vous vous souvenez que vous m'aviez demandé si nous avions atteint tous les objectifs. Je vous ai dit non, qu'il y avait tellement de choses encore à faire, beaucoup d'objectifs à atteindre. Et donc, je pense que pour le moment, il faut surtout travailler à améliorer les conditions du changement. Parce qu'il ne sert à rien, en l'état actuel, de se dire « Ah non, les autres ne sont pas bons, les responsables de partis politiques ont échoué, c'est moi qui vais réussir ». Ce serait une vraie illusion. Et je pense que j'ai les pieds sur terre. Et je suis encore suffisamment conscient des réalités du Togo. Et il faut vraiment améliorer un certain nombre de conditions avant d'imaginer quoi que ce soit. Et ces conditions, on continue de travailler là-dessus. J'ai parlé de la CEDEAO, qui reste pour nous un objectif prioritaire. Nous avons jusqu'à fin décembre pour voir si nous aurons atteint cet objectif ou pas. Une déclaration qui va être faite dans les prochains jours. Peut-être une mission à Abuja dans les prochaines semaines. Mais nous sommes en train vraiment de déployer beaucoup d'énergie pour qu'un certain nombre d'objectifs puissent être atteints. Et à partir de là, on verra ce qui pourra se faire. Alors, dites-nous, professeur, en tant qu'acteur de la société civile engagée pour des causes nationales, voire panafricaines, comment arrivez-vous à collaborer avec les acteurs politiques dont les avis ne sont pas forcément partagés? Oui, tout à fait. Je pense que chacun doit savoir le rôle qu'il a à jouer dans cette partition. Je reste conscient qu'un acteur politique est un acteur politique avec un parti politique, des ambitions, et c'est tout à fait légitime. Et donc, dans cette collaboration, j'essaie de définir l'espace dans lequel la collaboration peut se faire, l'espace dans lequel nous avons des intérêts communs, des intérêts à défendre, et puis l'espace qui appartient à la société civile ou l'espace qui appartient à l'acteur politique. Je donne juste un exemple. Je vous ai donné tout à l'heure des explications par rapport à notre position en 2018. Vous verrez que souvent les acteurs politiques diront qu'ils regrettent le fait de n'avoir pas participé à l'élection de 2018. C'est normal, parce que pour un acteur politique, le fait de n'avoir pas participé, ça fait que je ne suis plus à l'Assemblée nationale. Donc voilà, en termes de bilan, je perds ceci ou cela. Mais pour moi qui suis acteur de la société civile, je ne suis pas du tout dans la même posture. Pour moi, ça a été vraiment une réussite en 2018. Et le Front citoyen Togo Debout a été la première, pour ne pas dire la seule organisation, à avoir sorti un communiqué pour remercier le peuple togolais, pour
féliciter le peuple togolais par rapport à cette attitude noble que le peuple a eue en 2018 en disant non à la CEDEAO. La CEDEAO est venue avec ses gros sabots. Je vous ai compris, je vais vous aider, vous aurez vos réformes. Quelques mois après, on nous dit, écoutez, laissons tomber les réformes, allez voter, élections législatives, alors que ce n'était pas l'objectif des citoyens togolais. Nous, on avait en tête ce qui s'était passé en 2005, où la CEDEAO est venue en disant, allez voter pour l'élection présidentielle de 2005. Le ministre Boko a dit, nous ne sommes pas prêts pour aller voter. La CEDEAO a insisté. 500 Togolais sont morts. La CEDEAO n'a jamais présenté ses excuses. Et donc, il n'était pas question qu'on se remette en ordre de marche pour aller voter en 2018. Et pour moi, ça restera toujours une question de principe, une question d'honneur. Et le peuple togolais a dit non à la CEDEAO. La seule chose que je regrette en 2018, peut-être, c'est de n'avoir pas profité de la période d'enrôlement pour obtenir les cartes d'électeurs, les mettre de côté en attendant d'autres échéances électorales. Mais le fait de n'avoir pas participé à l'élection, aux élections législatives de 2018, pour moi, ça restera toujours un succès parce que, sincèrement, je pense qu'on n'avait pas atteint les 10% de participation sur l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà. Et donc, ne pas confondre nos intérêts avec les intérêts des acteurs politiques. Il y a des endroits où les intérêts peuvent se correspondre, mais il y a des endroits également où chacun reste dans ses lignes et les choses se passent bien. Alors, en tant que panafricaniste, quel regard jetez-vous sur la situation actuelle qui prévaut au pays de Macky Sall, notamment le Sénégal? Une grosse tristesse. Le Sénégal, pour moi, restera un pays particulier parce que je suis né au Sénégal. Et j'avoue que ce qui s'y passe me désole beaucoup. Parce que nous avons suivi Macky Sall dans son arrivée au pouvoir, les contestations qu'il y a eu lorsque M. Wade voulait faire son 3e mandat. Nous avons soutenu le peuple sénégalais qui s'est opposé farouchement au 3e mandat de M. Abdoulaye Wade. Et on imaginait mal, quelques années après, le président Macky Sall se retrouver aujourd'hui dans la même posture qu'il avait combattue en 2011-2012. Je reste convaincu qu'il ne fera pas un 3e mandat. Je ne sais pas comment ça va se faire. Est-ce qu'il sera candidat? Ensuite, il va se retrouver devant l'échec à travers les urnes. Est-ce que finalement, il n'ira pas? J'avoue que je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'au-delà de février 2024, il soit encore président du Sénégal. Mais c'est une situation qui désole énormément parce qu'il y a eu mort d'homme, parce qu'il y a eu, encore une fois, une situation qui tend à faire reculer la démocratie en Afrique de l'Ouest. Il y a des pays qui sont connus non démocratiques, hein, le Togo ou d'autres, mais il y avait ces îlots d'espoir, le Cap-Vert qui est un exemple magnifique, le Sénégal qui suscitait encore beaucoup d'espoir, et ça fait que quand vous êtes dans des discussions, vous donnez des exemples en citant au moins le Sénégal, en citant au moins le Cap-Vert, vous voyez, ça donne du baume au cœur. Mais là, quand vous avez le sentiment que même ces îlots d'espoir ont tendance maintenant à rejoindre le camp des pays antidémocratiques, c'est triste. Donc beaucoup de tristesse pour le Sénégal. Alors, professeur Dossé, serait-il exagéré aujourd'hui de parler d'une certaine rupture entre les populations et les dirigeants africains? Non, ce n'est pas du tout exagéré. Et je pense que les dirigeants africains doivent faire attention parce que il ne faudrait pas que ça explose. Il faudrait que la bonne décision vienne de quelque part. Dans tous les pays, il y a des difficultés, de vraies scissions, de vrais fossés qui se creusent entre les dirigeants. On a le sentiment qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils sont dans une bulle, ils profitent des avantages et à un moment donné, ils en oublient le peuple. Vous avez parlé du cas du Sénégal, le président Macky Sall, on sait d'où il vient. Il a eu l'honneur de diriger sa nation pendant 2 mandats. Je pense que c'est un honneur que très peu de Sénégalais auront. La moindre des choses aurait été de partir en remerciant les Sénégalais, en leur faisant comprendre que l'honneur qu'ils lui ont fait en lui confiant les rênes de la nation pendant deux mandats, cet honneur, il ne l'oubliera jamais. Mais là, il vient de fouler aux pieds cet honneur.
il y a du sang versé. Même s'il partait aujourd'hui, je pense que ce ne sera plus la même chose. Pourtant, quand vous discutez avec les Sénégalais, quand vous voyez l'état de la nation sénégalaise, vous avez le sentiment que, au plan de la gouvernance, même s'il y a eu des imperfections, je ne suis pas naïf, il a fait de grandes choses. Il a fait de très grandes choses au Sénégal. Il aurait pu vraiment partir par la grande porte. Je pense qu'il a mieux travaillé, excusez-moi, je me permets de le dire ici, qu'un certain Buhari au Nigeria. Mais aujourd'hui, Buhari, il est parti tranquillement, avec les honneurs, tout simplement parce qu'il a su partir. Mais Macky Sall, manifestement, ne sait pas partir comme un grand homme, comme un seigneur. Et ça va faire que le fossé va encore davantage se creuser entre lui et son peuple, de la même manière que le fossé se creuse au Togo, de la même manière que le fossé se creuse, ça s'est creusé pour Alpha Condé, qui aurait pu être le Nelson Mandela d'Afrique de l'Ouest, c'est comme ça qu'on l'appelait. Voilà, donc des dirigeants qui, malheureusement, à un moment donné, sont dans une bulle, ils en oublient un certain nombre de choses, et ils sont rattrapés par des actes, par un certain nombre de choses. Voilà. Alors, professeur Dossé, merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs et des auditeurs. Je pense que je vais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Si vous le permettez, je voudrais aussi passer par votre chaîne pour présenter mes condoléances à la famille de Jacob Arama, qui est un de vos confrères, quelqu'un que j'apprécie énormément. Je pense que beaucoup de Togolais également l'ont apprécié. Toutes mes condoléances à cette famille qui est dans la souffrance. Et puis dire à la nation togolaise qu'en dépit de tout, on a le sentiment aujourd'hui que rien ne va. Tout est fermé, tout est bouclé, tout est interdit. Mais je demeure convaincu que les choses vont finir par aller dans le bon sens. Les fondations sont en train d'être mises en place et le moment venu, lorsqu'on aura besoin de la mobilisation du peuple togolais, lorsqu'on aura besoin de voir le peuple togolais uni, déterminé pour le changement, je pense que cette fois-ci, ce sera vraiment la dernière vague de mobilisation. Et si on appelle à cette nouvelle mobilisation, j'espère que le peuple répondra et que nous arriverons, nous aussi, à cette alternance démocratique et pacifique que nous appelons de tous nos voeux. Merci. Merci professeur. C'est sur ces mots que se referme cette édition de cette politique. Nous étions en plateau ce soir avec le professeur Ekwe David Dossé, coordonnateur de la coalition nationale Tournons la page et porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre point de cette politique. D'ici là, portez-vous bien.